Bonsoir. Je vous invite dans une petite salle accueillante où un groupe de personnes s'informent, questionnent, s'écoutent aussi les uns les autres en cercle ou par deux, s'écoutent aussi intérieurement sur leurs ressentis, s'expriment à l'oral mais aussi par écrit, dessinant ou par du modelage, du mouvement. C'est à la carte, au choix. Et quand c'est fini, ils disent « Déjà ? Ah, je me sens soulagée, c'est apaisant. » De quoi ont-ils donc bien pu parler pendant quelques heures? De la réalité, de la vie et de la mort. La fin de vie, l'agonie, la mort, les obsèques, le deuil. Ils ont osé franchir la porte d'un atelier dont le thème nous repousse habituellement. Ils en sont d'autant plus apaisés. Et ils ont bravé un peu de leur peur. Ils savaient bien que ça allait remuer des choses. Ils ont accepté de revisiter leur propre relation à la mort. Et ça leur fait tellement de bien. Je vous invite maintenant à me suivre dans un petit hôpital rural où toutes les semaines, je rends visite à des personnes gravement malades ou isolées ou qui ont besoin pour une raison ou pour une autre d'une écoute neutre, bienveillante. Et parfois, ce sont des personnes en fin de vie et leurs familles aussi qui ont un grand besoin d'écoute et d'échange. On appelle ça bénévole d'accompagnement. Donc, comme vous l'avez entendu, en Mayenne, c'est l'association Jalmalv 53. Ça veut dire jusqu'à la mort en accompagnant la vie, mais ce n'est pas que la fin de vie. Comme les soins palliatifs, ce n'est pas que la fin de vie. Et nous donnons de notre temps, nous donnons un temps de présence inconditionnelle, une écoute active, nous offrons notre empathie. Et nous avons coutume de dire que certes, nous donnons beaucoup, mais nous recevons encore plus. Parce qu'au-delà de la gratitude, de la reconnaissance, et des témoignages, des confidences, nous recevons quelque chose de très subtil, une lumière tout à fait spécifique, un rayonnement particulier qui n'appartient qu'à ces moments-là, ces moments généralement éprouvant. Et c'est comme une pièce du puzzle de la vie à laquelle nous avons enfin accès. Et c'est bien plus encore, bien sûr. Avant de me passionner pour ces questions de fin de vie, mort et après, j'ai été très active dans le mouvement international des villes et territoires en transition, qui est né il y a une quinzaine d'années quand des groupes de citoyens de par le monde ont pris très au sérieux l'alerte lancée dès le XXe siècle par des savants, des chercheurs, des scientifiques de différentes disciplines et surtout des experts interdisciplinaires qui montraient qu'une croissance industrielle illimitée dans un monde aux ressources physiques limitées, ça nous menait dans le mur. Et il y a des limites, comme celles qui ont été évoquées ici même l'an dernier, qu'il est bon de dépasser. Il y a des limites physiques incontournables et des seuils qu'il est préférable de ne pas tenter de franchir. Alors ces citoyens se sont dit, si nous nous y mettons maintenant, collectivement, nous pouvons peut-être inventer un futur, un avenir post-pétrole, post-abondance énergétique, fossile, qui sera meilleur, plus désirable que le monde d'aujourd'hui, qui finalement est quand même très frustrant, avec énormément d'inégalités, de plus en plus de pollution, de maladies, etc. Ils ont commencé à jardiner, à bricoler, réparer, créer, à s'entraider pour ça entre voisins de tous âges, avec la transmission des aînés, les aînés valorisés. Et ils ont découvert, aux surprises, que cela les rendait immédiatement plus heureux. D'abord parce que ces activités, elles nous reconnectent à nous-mêmes, aux autres, à la nature,
à l'essentiel, à nos vrais besoins, si elle nous éloigne un peu de la société de consommation, consolation. Et puis aussi parce qu'une fois qu'on a reçu l'information, on a le choix. On peut essayer de la garder bien tapie dans un coin de sa tête, comme un cauchemar auquel on s'efforce de ne pas penser. Et mine de rien, on va gaspiller une énergie faramineuse pour ça. Et on ne sera jamais bien au clair. Ou on peut agir, prendre des initiatives, et ça donne de l'énergie. Alors ce mouvement, très lié à la permaculture, ce mouvement de transition, il s'est beaucoup répandu dans le monde, et puis il a fait des petits... voilà, puis il y avait des choses qui existaient avant aussi. Et aujourd'hui, il y a énormément d'initiatives, ça foisonne de partout, mais en même temps c'est très discret, c'est comme des brins d'herbe au ras du sol, et si on n'est pas à leur hauteur, on ne les voit pas. Et c'est vrai que il y a déjà une quinzaine d'années, donc ces citoyens se disaient, pourvu que notre paquebot puisse encore éviter l'iceberg et amorcer le grand virage à temps. Aujourd'hui, même notre Premier ministre se dit extrêmement préoccupé, voire obsédé. Vous cherchez sur Internet, ou vous allez chez vos voisins qui ont Internet, et vous cherchez Édouard Philippe effondrement sur le risque que court peut-être notre civilisation. Et voilà, en tant que formatrice professionnelle, j'ai aussi accompagné des élus et leurs collaborateurs pour essayer de voir comment transformer en fait toute notre façon de penser pour préparer l'avenir en accord avec l'avenir, avec ce qui nous réserve, avec les tendances, juste pour être en face de la réalité et non pas d'une illusion de croissance indéfinie. Moi, l'avenir, ça m'intéresse. Et j'ai décidé de le préparer. Pourquoi ? Parce que c'est là que j'ai décidé de passer le restant de mes jours. Alors l'avenir, c'est aussi l'avenir individuel, notre condition mortelle. Et je m'intéresse, oui, à ça, et j'agis dans ce domaine. Et je vois un tabou autour de la mort et de la fin de vie. Je ne sais pas si vous le percevez aussi, dans notre civilisation occidentale contemporaine. Dans mes recherches, j'ai découvert que c'est une exception, peut-être même une anomalie dans l'histoire de l'humanité, ce tabou. Parce que qu'on regarde dans d'autres continents ou dans d'autres époques, eh bien, la mort, ça fait partie de la vie. Ce n'est pas une fatalité terrifiante, ce n'est pas une ennemie à combattre, ce n'est pas une injustice effroyable. Voilà, on l'accepte. Et la mort, ce n'est pas le pendant de la vie, c'est le pendant de la naissance. La naissance et la mort, ce sont les deux grands passages de l'âme, parce que aujourd'hui, les sciences, les neurosciences, la physique quantique, la biologie, confirment ce que les traditions du monde entier, des traditions ancestrales, philosophiques, spirituelles, scientifiques aussi, affirment. Et j'inclus bien sûr nos propres racines, la Grèce antique, la Rome antique. Alors, ce tabou autour de la mort, il m'afflige personnellement parce que je vois beaucoup d'ignorance à cause du tabou. Et cette ignorance est cause à son tour de beaucoup de souffrance. Alors, je pourrais parler des médecins qui, pendant plusieurs générations, ont été formés à combattre la mort comme une ennemie redoutable et à considérer la mort, quand elle survient chez quelqu'un qui n'est pas extrêmement âgé, comme un échec professionnel. Que de culpabilité, que de souffrance.
Culpabilité aussi chez la personne qui est sortie 5 minutes pour une envie pressante, alors qu'elle veillait un mourant et que toute la famille se relayait à son chevet depuis des semaines. Et personne n'était là pour lui tenir la main. Nous savons aujourd'hui que la mort est une question éminemment intime, profonde. Et que si une personne meurt juste à ce moment-là, même si elle est complètement inconsciente, c'est qu'elle l'a choisi. On choisit de mourir en tenant une main ou en étant seul. Et évidemment, je pourrais multiplier ces exemples de phénomènes qui touchent la mort, juste avant, au moment, après. Des choses extraordinaires qui se passent et qui me semblent bon à savoir. Également, dans le domaine des peurs, la peur de souffrir, la peur de l'acharnement thérapeutique sont très répandues. Or, la loi de 2016 consolide les lois précédentes et depuis le début du XXe siècle, l'acharnement thérapeutique est interdit en France. Ça, la loi l'appelle obstination déraisonnable. Et le corps médical est tenu de soulager la douleur dans la mesure où le patient ou son représentant le demande. Seulement voilà, l'acharnement thérapeutique, pour vous et pour moi, commence pas au même endroit. Est-ce que réanimer, ça en fait partie? Et dans quelles circonstances, oui ou non? Est-ce que alimenter, hydrater artificiellement en fin de vie, ça en fait partie? Et par exemple, aujourd'hui, on peut refuser un traitement, on peut demander de l'interrompre, mais voilà, on n'est pas forcément conscient, et puis, même si on est conscient, on n'est pas en possession de tous ces moyens, si on ne s'est pas informé un peu avant. Alors la loi prévoit aussi qu'on puisse écrire ces directives anticipées et que le corps médical est obligé d'en tenir compte. Il faut les avoir écrites, et puis il faut que ça se sache, le médecin, les proches, qu'ils sachent les trouver. C'est comme un testament, si personne ne sait qu'il existe, on peut dire qu'il reste lettre morte. Donc, ces directives, ça demande un effort. C'est sûr que ce n'est pas l'activité la plus réjouissante de prime abord. C'est comme les ateliers que j'ai évoqués tout au début et que j'anime très volontiers parce qu'ils font reculer l'ignorance. Eh bien, dans ces ateliers, justement, on écrit au moins un premier jet de directives anticipées pour prendre le taureau un peu par les cornes. Et on peut aussi désigner une personne de confiance, ça aussi c'est prévu dans la loi. Voilà, il y a vraiment des nouveaux droits qui sont accordés aux patients, à nous de les connaître et de les faire vivre. Qui ici était au courant de cette loi de 2016 ? Oui, quand même, quelqu'un. Voilà. Alors, qui ici espère finir ses jours en maison de retraite? Bon, quand même, un petit effort. C'est pas si mal, vous savez, franchement, sincèrement, les soignants sont généralement très dévoués, très motivés, très humains. Mais je vous comprends, moi je n'ai pas envie de mourir dans un ghetto pour vieux, même avec les meilleurs soignants du monde. Et dans les maisons de retraite, il y a des gens qui l'ont souhaité, mais il n'y en a pas beaucoup plus qu'ici. Seulement voilà, quand on est dans le 3e âge, on a le temps, la maison de retraite, ça n'arrivera qu'aux autres, je profite, je consomme, je voyage, non. 4e âge, c'est plus tard. Ouais, sauf qu'un jour, c'est trop tard. Une mauvaise chute, une hospitalisation, dommage. Certains seraient mieux en famille d'accueil pour personnes âgées. D'autres auraient pu garder le rez-de-chaussée de leur grande maison et puis louer le haut et peut-être même à quelqu'un qui s'occuperait d'eux. D'autres auraient changé de logement à temps, seraient dans un foyer logement, etc. Tout ça par défaut d'anticipation. Alors oui, je m'intéresse à l'avenir et j'espère vous faire comprendre que ce n'est pas du tout une fuite en avant, c'est vivre et habiter
encore plus intensément et plus complètement le présent. Alors, il y a d'autres aspects, les obsèques. J'ai fait plusieurs stages en pompe funèbre dans différents établissements et évidemment, les clients, ils arrivent presque toujours accablés dans l'urgence et il y a des dizaines de détails à régler, de gros détails. Donc, ce qu'ils achètent, des fois, a posteriori, ils en sont blêmes. Ils croyaient que c'était obligatoire, ils ignoraient l'impact, notamment écologique, par exemple des soins de conservation, etc. Et puis les phénomènes du deuil, j'ai parlé de culpabilité, c'est naturel pendant le deuil de se sentir coupable. J'en ai pas fait assez, j'aurais pu, j'aurais dû. Si on sait que c'est naturel, de la même façon qu'une phase de dépression peut être naturelle, etc., on observe ces attitudes qui nous traversent, et on les traverse. Ok, c'est le travail de deuil qui s'effectue, qui est naturel, nécessaire. Si on ne le sait pas, on peut être complètement accablé. Et les enfants, faut-il leur parler de tout ça? Oui, 3 fois oui, 100 fois oui. D'abord, un enfant, c'est pas idiot. Ça sait, par intuition, par préscience, ce que vous voulez. Une fleur, un arbre, un poisson, un oiseau, un chat, un chien, un humain, ça naît, ça vit, ça vieillit, ça fane, ça flétrit, ça meurt. Si on ne leur en a pas parlé à la maison, de toute façon, ils en entendent parler ailleurs. Si vous, en tant qu'adulte, vous êtes embarrassé par une question posée par un enfant à ce sujet-là, ben je vous suggère de demander à un adulte qui est plus à l'aise de répondre et pendant ce temps, vous en profitez pour visiter vos propres émotions qui vous mettent dans l'embarras et pour les libérer et vous en libérer. Rappelez-vous peut-être, enfant, avoir posé une question et un ange passe. N'avez-vous pas senti très nettement l'embarras des adultes? Et puis, si on vous a caché que le chien, en fait, après avoir mordu, il était euthanasié, que ce n'était pas vrai, qu'il était allé en famille d'accueil pour chiens délinquants, c'est véridique, hein. Et en plus dans une famille d'accueil pour enfants, ça a été dit. Alors, le jour où ils apprennent la vérité, parce que souvent ils l'apprennent, à votre avis, comment s'en trouve la confiance qu'ils mettaient dans ces adultes qui leur ont menti? Vous avez peut-être vous-même des souvenirs, vous avez peut-être caché que le grand-père, en fait, il s'était suicidé. Et puis si vous ne l'avez jamais découvert, eh bien, c'est un secret de famille, et ça, c'est du poison qui se transmet de génération en génération. Voilà. Alors, je voudrais terminer en évoquant la télévision, qui forge une grande partie de l'opinion publique. Et la réalité qu'elle montre, c'est quoi? Les morts brutales, tout ça, ou alors que ce soit dans les fictions, ou les journaux télévisés. Et quand parle-t-elle de la réalité humaine, profonde, intime, de la mort et tout ce qu'il y a autour? Quand parle-t-elle de ce foisonnement d'initiatives alternatives qui préparent l'avenir, comme la monnaie libre? Alors, sur Internet, tant que vous y serez, eh bien, regardez aussi. Il est encore temps. Ça s'est sorti il y a 3 jours et il y a déjà des millions de personnes qui ont vu la vidéo. Il est encore temps.fr, histoire de vous dire que oui, il y a un sursaut, peut-être de la dernière chance, mais nous pouvons agir.